Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Revue express de l'actualité, Philippe Richard Bertrand. Cette semaine, triste affaire pour les gens qui font du sport, j'imagine. Oui. Énergie Cardio s'est placé sous la protection de ses créanciers. Toi qui t'entraînes comme un malade, qu'est-ce que tu penses de ça? C'était un peu prévisible. Ah oui? Ouais, ben, dans le sens où... Genre Énergie Cardio spécifiquement? Non, l'ensemble de l'industrie. Okay. L'industrie du gym, puis c'est une industrie que je connais bien parce que je m'entraîne, là, pas au niveau business, mais la pandémie, ça leur a fait mal parce qu'ils ont vraiment été confinés. Ils sont fermés. Deuxièmement, ils n'ont pas eu le droit à très grand soutien. Ils ont dû investir. Dans un paquet de plexiglas, etc. Ouais. Après ça, les gens se sont tous équipés à la maison. Parce que quelqu'un comme moi là, qui est en forme, toi, il a fallu qu'on continue pour évacuer notre stress. C'est ça, on s'est tous bâti des gyms. Puis là, quand tu as fait ça, d'aller pousser de la fonte. Puis ce qui est arrivé après la pandémie, c'est la poussée de plein de gyms. Je vais t'en nommer un, Orange Theory. C'est genre des petits bootcamps très organisés, c'est des petits studios. Ça s'en va comme ça. Là. Orange Theory. J'ai une amie qui m'a parlé de ça. Non, mais moi, je vais 2 fois par semaine. La théorie orange. Ouais, mais tu y vas 2 fois par semaine, puis tu as de la misère à avoir des classes. Alors, tu nous feras. Énergie Cardio, c'est dans ça que ça s'obtempère. Je me fais une parenthèse. Orange Theory, c'est-tu québécois? Non, c'est américain. Américain? Ouais, c'est américain. Y a-tu un chef Orange Theory Québec? Oui, on l'invitera. Deuxième nouvelle, Philippe Richard Bertrand, le patron de l'Office de consultation publique de Montréal est finito. Mais tu sais, honnêtement, comment tu peux survivre quand la mairesse de Montréal te dit pense à ton avenir et que le ministre des Affaires municipales dit tu devrais penser à ton avenir? Tu sais, honnêtement, ça aurait été moins pire pour lui. Honnêtement, c'est pour le futur de sa carrière qu'il ait démissionné. Parce que quelqu'un qui démissionne, tu prends acte. Tu dis, j'ai merdé, je démissionne, mais là, tu t'es fait mettre dehors. Il faut juste rappeler aussi les faits. Phil Guy Grenier, là, donc, dont on parle, il avait été mis à la porte là, de son emploi précédent, je pense que c'était à Saint-Jean-sur-Richelieu, genre pour faute grave et trafic d'influence. Là, je paraphrase, là, je veux pas médire sur le monsieur, mais tu sais, c'était quelque chose de... C'est encore en poursuite, by the way. Oui, mais tu sais, qui était très sérieux par rapport à l'usage de la fonction dans un contexte d'affaires publiques, et néanmoins, il a été nommé là. Pourquoi? Puis là, c'est toute la question du petit copinage. Valérie Plante, Dominique Olivier et ce monsieur qui, évidemment, se donne des jobs payés dans les 6 chiffres plus avec tous ces avantages là, de repas de huître et d'autres dont on a parlé. D'ailleurs, apparemment, Québécois se fait poursuivre. Là, tu sais, non, mais ça, c'est... Dans son cas, à lui, il est même allé dans un... T'as-tu peur de te faire poursuivre? Non, pas en tout. Honnêtement, là, pas 2 minutes. Mais tu sais, lui, il est même allé dans un voyage officiel. Payé par la Ville de Montréal, puis a invité sa conjointe. Oui, ben écoute, franchement, le procès du monsieur a été fait... Je ne dis pas que sa conjointe que ça a été payé par la Ville. Le procès a été fait par le grand public, j'imagine. Il n'a pas eu droit à un procès en bonne et due forme, mais j'aimerais peut-être, rapidement, là, on dépasse le temps, mais tu parlais de ce monsieur-là donc qui s'est accroché à une fonction clairement qu'il ne méritait plus, mais qu'est-ce que tu peux faire quand, mettons, là, tu sais, puis tu n'es pas grigonné, mais demain matin, t'es Guy Grenier, t'envoies ton CV où, mettons? Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que je te dis que ça aurait été moins pire. Mais tu sais, à un moment, ces gens-là... Toi, t'embaucherais-tu un gars comme ça, genre comme entrepreneur? Personnellement, non. Mais comme on fait des hypothèses. Mais tu sais, il cherche du monde chez Walmart, il cherche du monde dans un centre. Je sais pas quoi de maîtrise. Je suis super d'accord, mais tu sais, t'as merdé. Va-t'en au purgatoire une couple d'années, là. Tu sais, va-t'en au purgatoire, là, tu sais, fais-toi l'eau. Tu sais, Vincent Lacroix de Norbeau, il s'est pas retrouvé un job en finance, là. On va quand même rendre à César. On n'est pas dans du Vincent Lacroix Theory. Notre troisième sujet, Boeing. C'est rendu notre sujet de la semaine. Là. Cette partie de la chronique actualité est une présentation de Airbus. Cette semaine, c'est capoté, Boeing a encore eu des problèmes. Non, mais là, c'est le fuselage. Oui, ben, c'est toujours assemblage, fuselage.
système électronique. Tu sais, honnêtement, cet avion-là, OK, puis tu comprends que la FAA, donc la Federal Aviation Authority, qui légifère les airs américains. Ils doivent capoter, eux autres. Non, mais eux, ils protègent cette entreprise-là parce que le problème du système électronique, ils ont quand même fait un... Ah oui, l'appareil peut voler même s'il décrochait. Tu sais, honnêtement, moi, si j'ai embarqué dans un 737, si c'est un 737 MAX, je suis pas sûr que j'embarque dans l'avion. Ouais, entre nous, il y a très peu de chances que ça aille mal, mais moi, c'est plus que ce que ça révèle sur Boeing. Je veux dire, là, on parle quand même d'un fuselage, donc de la composition. Le carlingue. La carlingue, où il y avait des trous percés au mauvais endroit. C'est comme what the... Je veux pas dire, mais c'est quand même terrible. On finit rapidement, Philippe, avec peut-être un petit reality check. Là. Moi, j'aime bien Tiff Macklem, le gouverneur de la Banque du Canada. Il était en conférence cette semaine. Et moi, il a dit un truc qui m'a quand même frappé, Phil, puis que je savais, mais de l'entendre de sa voix, très intéressant. Les taux d'intérêt sont élevés au Canada actuellement, puis beaucoup de gens s'en plaignent. Là, Pierre Poilievre, là, en tout cas, je veux pas faire de la politique avec ça, mais grosso modo, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, si tu achètes une maison, les taux sont élevés, tu vas payer beaucoup d'intérêts. Et donc, ça fait que le paiement pour la maison est élevé. Ça exclut des gens carrément du marché. Mais ceux qui vont s'enrichir chez les banques. Oui, mais là, ce que M. Macklem a dit, c'est qu'ultimement, la Banque du Canada n'y peut rien. Puis sa logique est quand même intéressante, Phil. C'est que si demain matin, on repassait le taux directeur à 2%, là, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va se garocher sur le marché de l'immobilier. Et donc, soudainement, qu'est-ce qui va se passer? Le prix des maisons va augmenter de 25%. Et qu'est-ce que ça va faire à la fin? Ton paiement va être très élevé et les gens n'auront pas plus la capacité d'acheter des maisons. Donc, ultimement, ce qu'il a dit, ce n'est pas à la Banque du Canada de régler le problème du logement au Canada. C'est au gouvernement de proximité comme les municipalités, c'est aux développeurs. Il faut trouver des solutions non monétaires. Puis ça, comme pour moi, là, c'est comme le petit emoji avec la tête qui explose. Là. C'est comme, enfin, c'est dit. Puis là, franchement, cet homme-là qui est quand même impartial, là, on peut l'accuser de tous les titres, mais qui est impartial, il nous renvoie à notre responsabilité politique et collective de régler ça. Puis la seule foutue solution, c'est de construire des logements. By all means, il faut construire des logements. Construisez. Mais plus facile à dire qu'à Demandez faire. pas permission, on peut aller. C'est une Philippe le pirate. Merci d'être avec nous. On se retrouve dans un instant. Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez Prends pas ça pour du cash. Les nouvelles de la restauration sont comme pas si bonnes en début d'année, puis je me disais, je pense que c'est juste une partie de l'histoire, ce qu'on lit dans les journaux. Évidemment, on préfère toujours parler de ce qui est, entre guillemets, spectaculaire, là, des faillites, des fins, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même plein de choses extraordinaires qui se font dans la restauration à Montréal et au Québec. Et ça faisait aussi, parallèlement, plusieurs mois que je souhaitais qu'on invite à l'émission des experts de l'industrie de la gastronomie et de la restauration au Québec. Ça tombe bien. Donc, au croisement de tout ça, on accueille ce soir à l'émission la directrice générale de la Table Ronde qui va nous expliquer ce qu'est la Table Ronde dans un instant. Déby Zakaï, bonsoir. Bonjour, merci de l'invitation. Et donc, vous venez de faire paraître une boîte à outils. Donc, ça va être un des sujets qu'on va parler ce soir. Et la boîte à outils, elle vise à valoriser les fonds de commerce en restauration gastronomique. Bon, c'est tout ça. Et donc, on s'est dit, quoi de mieux que d'avoir quelqu'un qui a bien, je pense, valorisé son fonds de commerce en restauration gastronomique. Peut-être que non, mais on va le découvrir. Donc, Marc-André Jeté, qui est chef propriétaire plusieurs établissements à Montréal, dont le Hogan et Beaufort, là, qui est une belle maison, pourrait-on dire. Bonsoir, Marc-André. Bonsoir. Bienvenue. Un établissement reconnu. Un établissement reconnu. Phil, est-ce que tu fréquentes le Hogan et Beaufort? Oui, je suis déjà allé à plusieurs reprises. Bon, fait commençons par le commencement. Je pense, je formule l'hypothèse que la plupart de nos auditeurs ne connaissent pas la Table Ronde. Donc, Déby Zakaï, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça mange en hiver, en quelques mots, là, peut-être pour commencer? Oui, donc la Table Ronde, c'est un collectif qui a été fondé pendant la pandémie. Hein. Donc, c'est Charles-Antoine Crête avec Normand Laprise qui ont voulu avoir un collectif pour se rassembler, pour avoir des projets communs, avoir une voie commune
communes, puis travailler sur des projets ensemble pour contribuer à l'essor puis à la vitalité du secteur. Donc, c'est un collectif. Donc, on devient membre de la table ronde. Donc, on paye, c'est peut-être indiscret. Non, mais les membres, en fait, c'est les chefs de file restaurateurs en gastronomie québécoise. Donc, on a 160 établissements membres, dont le Huguen, Annette. Évidemment, le Annette et la barre à vin. Tout à fait. On va revenir là-dessus. Et puis, donc, 160 chefs. À travers toutes les régions du Québec. Chefs et chefs, là. Et restaurateurs. Restaurateurs. C'est quoi les critères? Est-ce qu'il faut gastronomique? Là? Je sais pas, ça peut être sujet à interprétation, peut-être? Mais c'est la restauration indépendante. Donc, les restaurants indépendants à travers les régions du Québec qui contribuent à l'essor puis au rayonnement de la gastronomie, qui s'approvisionnent localement. Ça fait partie de leur modèle d'affaires de faire découvrir nos produits québécois. Parfait. Très bien. Ben merci. Je vais me tourner vers notre deuxième invité, Marc-André Jeté. Pour qu'on clarifie tout de suite, je l'ai dit un peu en introduction, il y a eu comme mauvaise presse là, dans les médias. Bon, mauvaise presse. Il y a eu des mauvaises nouvelles, on va dire ça comme ça. T'as pas l'air d'un gars, je te tutoie tout de suite, Marc-André, t'as pas l'air d'un gars pour qui ça va mal. Mais je comprends les gens pourquoi ils se posent des questions. Ça. Je comprends les gens d'avoir des craintes avec la restauration, leur panier d'épicerie. Je pense qu'en ce moment, la restauration va bien pour ceux qui veulent avoir du bon côté. J'ai plein de collègues qui ont plein de belles opportunités en 2024 d'ouverture de restaurants. On a une belle croissance qui s'en vient. C'est comme ça qu'on le voit au sein de notre groupe et ce que je partage avec mes collègues. Donc, pour moi, je vois que du positif devant nous. Il y a deux choses dans ce que tu dis. Là. Il y a la question du prix. Bon, on peut peut-être mettre ça de côté, mais il y avait aussi la question que les restaurants meurent. Là, puis bon, on en a vu quelques exemples, mais ce que tu dis, c'est qu'en fait, à l'inverse, il y a aussi plein de nouveaux restaurants qui se créent, qui ouvrent, etc. Donc, il y a comme un équilibre ou une dynamique dans l'industrie. C'est pas que négatif, là, ce qu'on vit actuellement. Je pense pas qu'on est différent d'autres industries. Dans des périodes de crise comme ça, clairement qu'il y a des situations difficiles, puis il y a certains restaurateurs qui vont mieux s'en tirer. Je pense que ce qu'on démontre avec la table ronde, c'est qu'on est capable de s'unir d'une même voix. Je pense que c'est le mot fort de la table ronde, mais c'est surtout de se regrouper, s'aider et de s'organiser. Les restaurateurs, longtemps, on était perçus comme étant des pirates ou des Restez là quand même un peu. Voilà, c'est notre petit côté qu'on aime aussi, mais à ça, on est capable d'être organisé, on est capable d'être structuré, puis c'est ce qui est le fun de la restauration d'aujourd'hui. En fait, ce que je pense, c'est que dans d'autres domaines, il y a ce qu'on appelle le YPO, le Young President Organization, le EO, Entrepreneur Organization. J'ai comme le feeling que vous avez créé votre regroupement qui s'appelle la table ronde pour que vous puissiez vous concerter une fois de temps en temps, échanger ses meilleures pratiques. C'est-à-dire, c'est un peu ça que vous faites ou c'est... Mais t'as entièrement raison. Depuis longtemps, moi, je dénonce le fait que les restaurateurs, ils se parlent pas. Ils partagent pas les informations. C'est souvent une chasse gardée et je trouve que depuis que la table ronde est arrivée, depuis qu'on s'est rassemblés entre chefs en se disant, on a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour s'organiser? Qu'est-ce qu'on fait ensemble pour contribuer à améliorer le sort de la restauration? Puis c'est de là un peu entre restaurateurs, entre chefs qu'on se pose des vraies questions. On a les mêmes problématiques journaliers. Comment on fait pour le faire évoluer, ce que dans d'autres industries ont fait, ce que nous, on n'a jamais réussi à faire. Donc, comme YPO, motivant d'être avec d'autres jeunes entrepreneurs qui foncent et qui ont des idées différentes des nôtres, mais qui peuvent nous amener à trouver des solutions dans nos commerces. Pour le commun des mortels, pour certains, c'est rendu cher d'aller au restaurant. Il ne faut pas se le cacher, il y en a pour tous les goûts. Ouais. Souvent, les gens ont la conception. Puis, moi, j'ai plusieurs amis restaurateurs, donc j'ai l'envers de la médaille. Tu penses qu'il est riche, le restaurateur. Parce que tu payes, tu comprends ton steak puis tes frites, là, 30$, puis tu trouves ça éhonté. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il reste 2 à 5 %. Est-ce que je me trompe? Exactement. C'est fou. Mais tu sais, quand les gens vont 7 jours semaine, c'est le midi, le soir, c'est fou, là. Mais quand les gens vont comprendre qu'aller au restaurant, c'est pas uniquement manger des frites et un steak, parce que c'est vrai, tout le monde a raison. Un steak à l'épicerie, c'est 7$, un sac de frites, c'est 5$. Donc, c'est 12$. Avec ça, on peut se partir une business. Mais
Aller au restaurant, c'est une expérience. Bien manger, c'est une chose. Se faire servir de la bonne façon, dans un cadre intelligent, dans un cadre qui est réfléchi, ça s'appelle une expérience. On va au Centre Bell, puis je ne vais pas le nommer, ça nous coûte 400 $ pour une paire de billets, puis on mange des hot dogs froids assis sur une banquette. Puis une bière à 17 $. Une bière à 17 $. Puis il n'y a personne qui chiale. Personne chiale là-dessus. Puis après ça, tu sais, qu'est-ce qui est pas cher? Tu sais, la restauration est chère. Qu'est-ce qui est pas cher aujourd'hui? Donc, à ça, moi, ce que j'ai à dire, et c'est que les restaurateurs qui font bien les choses, qui sont capables d'emmener une expérience au-delà du steak frites, au-delà de la game de hockey à des prix de fou, vont perdurer dans le temps, vont se créer une clientèle qui va faire que la restauration, c'est un des plus beaux métiers du monde, clairement un des plus durs, mais c'est pas une industrie où on vole notre clientèle. De ce qu'on réussit à garder à la fin du mois, à la fin de la semaine, à la fin de l'année, je pense que c'est fair comme industrie. Si on savait combien ça coûte, certains outils, certains trucs qu'on achète quotidiennement, mais qu'on n'est pas au courant, comme on peut facilement faire un lien avec ce qu'on achète à l'épicerie, ben on serait peuré de voir les marges de profit que d'autres industries. D'ailleurs... Là, vous m'avez parti, là, je suis un peu énervé. C'est ça. Mais ça nous fait un parfait, dans le fond, une parfaite transition pour parler justement de ce document là, qui a été dévoilé, là, qui va paraître ou qui est déjà paru, là, en fait, ces jours-ci, début. La boîte à outils destinée à la valorisation des fonds de commerce des restaurants gastronomiques du Québec, j'imagine. On apprend plein de choses. Phil, les points que tu évoquais sont intéressants. Moi, j'ai décortiqué ça. Très intéressant, d'ailleurs, de voir que vous avez fait à travers ce document-là, Debbie, des analyses, notamment sur les coûts, puis les moyennes de coûts. Combien ça coûte en moyenne là, sur 100 $ de revenus? Ben, la bouffe, la main-d'œuvre, les autres coûts, le loyer, l'électricité, tout ça. Et qu'est-ce qui reste? Puis moi, c'est ce qui m'a choqué. Je veux dire, je suis consultant, peut-être, là, je suis dans une bonne business pour des bonnes marges, mais 3 à 10 %, le Phil, tu disais 2 à 5, mais c'est très faible, essentiellement, ce qui reste à la fin. Et donc, je pense, puis Debbie, corrige-moi si je me trompe, mais l'objectif de ça, c'est peut-être justement tranquillement d'emmener les restaurateurs à être au moins, dans un premier temps, conscients de ces paramètres-là financiers, puis évidemment d'agir peut-être sur ceux-là. Qu'est-ce que vous souhaitez faire ultimement avec cette boîte à outils que vous dévoilez là, à l'industrie? Mais tu l'as vraiment bien introduit. Ce qu'on voulait faire, c'est faire un guide, une référence. Qu'on a pris, c'est des bonnes pratiques d'affaires, parce qu'il y a tellement des belles histoires au Québec, amalgamées à des histoires internationales, puis de faire un outil, un guide qui allait rassembler toutes les notions. C'est des notions qui existent pour toute l'industrie, c'est la base, mais ce qui est beau de cette étude-là, ce qui est pratique, ce qui est pertinent, c'est que c'est des exemples de l'industrie de la gastronomie québécoise avec des exemples de chez nous. Donc, c'est comme un checklist, là, une liste de notions qu'on doit vérifier quand on veut créer de la valeur pour notre entreprise, quand on veut bâtir des fondations solides, créer de la valeur pour pouvoir attirer justement une main-d'œuvre qualifiée, pour pouvoir attirer ou intéresser des investisseurs ou éventuellement prendre ta retraite, puis avoir une entreprise qui a bâti des fondations et qui a une valeur importante et qui peut être reprise et intéressée du reprenariat. Tu parlais de pirate, Marc-André, tantôt, puis j'aime bien la figure, puis Phil, tu parlais de tes amis restaurateurs. Bon, Marc-André, forcément, et Debbie, vous en connaissez, plusieurs restaurateurs. J'ai quand même ce sentiment-là, peut-être pas des pirates, mais que beaucoup de restaurants au Québec sont des projets de passion qui sont menés par d'excellents artisans de la cuisine ou de la sommellerie. Donc, c'est des gens qui, en bon français, qui ont un craft, là, qui ont une connaissance de la matière très précise. Mais ensuite, évidemment, c'est aussi des entreprises. Et donc, plusieurs de ces pirates ou de ces artisans n'ont pas fait des MBA ou des doctorats en économie, là, où d'ailleurs, on n'apprend pas du tout à faire des rapports de TPS-TVQ. Dans des places à certains. J'aimerais un peu vous entendre là-dessus. Ultimement, est-ce que ça passe... Bon, là, on a un beau PowerPoint, là, mais est-ce que ça passe par de la formation? Comment on convertit cet artisan pirate sans en faire un capitaliste de Wall Street, là, comment on l'a ou on l'a converti en quelqu'un qui est peut-être plus sensible, plus intéressé, puis plus conscient de ces éléments-là? C'est quoi les véhicules que vous envisagez? C'est de plus en plus risqué de démarrer un restaurant en 2023-2024. Donc, je pense que les gens qui s'y lancent en ce moment font leur travail, le travail d'études économiques. Plus qu'avant. Ah oui, OK. Après ça, tu sais, la restauration, ça va toujours partir des artisans, ça va toujours partir des pirates. Forcément. Et de là, notre passion
nous apporte à vouloir donner ce temps-là, à vouloir apprendre, à vouloir pousser plus loin notre métier, notre passion. Puis je pense que c'est important que ça y reste, mais qu'après ça, qu'on les guide à partir de là. Et c'est là que la table ronde, c'est là que les outils qui se créent, c'est là que les études, c'est là que les gens devraient partir de leur passion puis s'organiser à rendre rentable, à mieux structurer leur business. La passation d'un restaurant, la vente d'un restaurant, c'est peu connu au Québec. On n'en entend jamais parler, très peu parler. Pourquoi? C'est souvent même très rare que ça se fait. Et il y a moyen de créer une business qui a une croissance, moyen de créer une business, comme Debbie a disait, qui peut être soutenue par des investisseurs et d'en faire une passation à des employés, moyen de le faire plus intelligemment que ce qu'on a vu un peu moins dans le passé. Ça nous emmène à une dimension qui n'est pas strictement financière, mais qui est présente dans le document, qui est la convention entre actionnaires. C'est un peu, dans le milieu de l'entrepreneuriat, une banalité, mais peut-être dans le milieu de la restauration, il y a quelque chose. As-tu des partenaires, Marc-André Jettier, dans tes aventures? J'ai ma conjointe qui est ma conjointe. Avez-vous une convention entre actionnaires avec la conjointe? On a dû en signer une ensemble, forcément. Assurément, mais dans le passé, la convention d'actionnaires, c'est un outil incroyable à bien s'entendre au début, à la fin. Puis c'est souvent, la convention d'actionnaire, on la sort tout le temps quand ça va moins bien ou quand c'est le temps de prendre des décisions. Et si c'est dicté d'avance, et c'est ce qui aide là-dedans, c'est de donner des bonnes pistes à des jeunes entrepreneurs, parce que combien de fois j'ai entendu dans ma carrière des poignées de main, des ententes à l'amiable, des ententes qui ont pas de poids au niveau légal et qui a créé des catastrophes en restauration. C'est avant à maintes reprises. Donc, plein d'outils dans la boîte, plein de bons outils dans la boîte à outils pour aider les restaurateurs. En fait, c'est comme un guide, là, pratiquement. Là, c'est le 101. Non, mais en fait, ce qui est le fun, c'est que c'est comme, tu sais, dans certaines entreprises, on appelle ça la Bible, tu sais, notre Bible de façon de fonctionner. La ligne directrice d'une entreprise. Puis c'est pas sorcier, c'est une base, mais lorsqu'on commence, quand moi j'ai commencé comme entrepreneur, là, 12-13 ans, j'avais aucune idée. J'allais apprendre par moi-même, sur le tas, les rudiments d'être un bon entrepreneur. En organisation, on voit ça souvent. Hein, c'est comme dans notre jargon, nous autres, on dit souvent, c'est l'expert. Prends un expert, un journaliste qui devient chef de pupitre. Tu n'as aucune connaissance, peut-être en gestion, mais tu étais bon journaliste, on te promu chef des pupitres. Mais toi, c'est la même affaire. À un moment donné, tu es chef parce que tu aimes cuisiner. Mais à un moment donné, tu tenais un restaurant, il y a des factures à payer, il y a des décisions d'affaires à prendre. Tu sais, il faut que tu t'amènes à un autre niveau. Puis je pense que c'est là que le beau guide que la table a fait peut aider un paquet de jeunes entrepreneurs à mieux tirer leur épingle du jeu. Puis les plus vieux, peut-être à préparer une transition vers le transfert, la vente, peu importe. Puis se poser des questions en amont pour peut-être faire moins d'erreurs, surtout. Puis en restauration, c'est pas rare qu'on va faire des erreurs graves qui vont venir miner les finances de l'entreprise. Et là, lorsqu'on est bien outillé, ça peut nous permettre d'avoir des ailes plus longtemps. Tu anticipes toutes mes questions. C'est excellent. C'est ça, je y regarde dans mais c'était un peu une dernière question que je voulais aborder avec vous. On parle beaucoup, puis évidemment, c'est un peu dans le titre, mais de valorisation des restaurants. Puis on y retrouve dans le guide toutes sortes de trucs. Hein. Est-ce qu'on achète les équipements? Est-ce qu'on achète le bâtiment? Est-ce qu'on investit dans la marque? Puis tu as évoqué quelque chose, Marc-André, pour moi, puis je pense pour beaucoup de Québécois, souvent la marque est comme un peu indissociable de la personne. Hein? C'est le restaurant de Danny Saint-Pierre, c'est le restaurant de Marc-André. Puis autant c'est super pour l'ego, puis probablement même pour la business, c'est chiant quand vient le temps de transférer, de vendre, de valoriser, right? Parce que totalement. Tu es fini, là, je suis désolé de te l'annoncer, Marc-André. Merci. Je sais que je suis vieux. Mais à la fin de tout ça, c'est important que la marque dépasse le chef. Et c'est ce que j'ai toujours dit. C'est qu'un moment donné, c'est sûr que quand ton restaurant s'appelle Danny Saint-Pierre, c'est plus dur à vendre. Mais lorsque tu as moi, je pense que le Hogan et Beaufort, maintenant, le restaurant est devenu plus grand que le chef qui y travaille. Et quand tu as des clients qui viennent te voir en disant, moi, je le connais, le chef ici, puis là, c'est comme parfait, puis il est gentil, puis elle me parle à moi, puis elle sait pas que c'est moi le propriétaire, puis le chef ici. C'est qu'à un moment donné, c'est que la marque, elle devient plus grande. Mais c'est important parce que c'est ça qui crée de la valeur à une revente, c'est ça qui crée de la valeur à un groupe de potentiellement être
être acheté. Hein. Le guide existe. On pourra, ou on peut, en tout cas, à clarifier, le télécharger, ou en tout cas l'y accéder. On peut écrire à Déby Zakaïb pour l'obtenir, mais... on va donner son courriel. Oui, c'est ça. Son adresse à la maison. Mais blague à part, j'aimerais un peu t'entendre, Déby. What's next pour la table ronde? Là, vous avez, je pense, mis cette espèce de... C'est pas un pavé dans la mare, mais en tout cas, ce bloc à l'édifice. Qu'est-ce qui s'en vient pour la table ronde, ce collectif de la gastronomie québécoise? Bien, c'est un beau début. On a plein d'autres projets, que ce soit environnementaux, sociaux, d'approvisionnement local. Ce qu'on voulait faire avec cette étude-là, c'est comme une base pour la continuité, pour accompagner, premièrement, juste de reconnaître le secteur, reconnaître ces chefs et restaurateurs comme des entrepreneurs en gastronomie, c'est des gens d'affaires, de reconnaître que la gastronomie, c'est un levier de croissance pour économique, touristique, culturel. Ça fait partie de notre ADN, ça fait partie, ça contribue tellement activement à la vitalité de nos communautés, à l'essor de toutes de plein d'autres industries connexes, comme la production niche, comme tout ce qui a rapport à l'hospitalité. Donc, de reconnaître cette industrie-là, puis cet outil-là est comme une base, puis on remercie la Chambre de commerce, entre autres, puis le ministère de l'Économie de nous avoir permis de faire cette étude-là, parce que c'est une base pour la suite, pour pouvoir accompagner cette industrie-là, ce secteur, dans différents projets d'accompagnement, de partage de bonnes pratiques, des projets structurants qui va contribuer à l'essor du secteur. Donc, c'est une belle... Il ne faut pas se le cacher, on a tellement des bonnes tables au Québec. Il y a une panoplie de restaurants. Oui, il y en a des plus connus que d'autres, mais il y a une panoplie d'enseignes privées. C'est une des choses pour lesquelles c'est un attrait touristique international. Les gens viennent beaucoup au Québec à cause de nos tables. Ils choisissent un restaurant, 2 restaurants, 3 restaurants, puis ils font un circuit autour de ça. Donc, on en est fiers, puis nous, on travaille sur la pérennité du secteur. On veut que ce soit là à long terme, puis qu'il y ait des gens comme Marc-André qui fassent rayonner le secteur, qui fassent découvrir nos produits locaux, puis qui encouragent les jeunes à venir travailler en gastronomie. En plus, la Saint-Valentin s'en vient. C'est le temps de faire la réservation. Ça doit être une journée prisée. C'est une journée, c'est une semaine. Cette année, c'est mercredi. Je vois que tu n'as pas fait tes devoirs là, pour ta réservation. De faire la réservation et d'y aller. Hein, ça dit en passant. Bref, c'est tout le temps qu'on avait. Je pense qu'on a une valeur incroyable, comme ça a été dit au Québec là-dedans. Et je pense que la pérennité du secteur passe par plein de choses. La création culinaire, les tables, l'expérience dont on parlait, mais aussi par des entreprises qui sont bien menées et qui sont pérennes. Puis j'ai la croyance que cette boîte à outils-là va y contribuer certainement. Donc, Déby Zakaïb, directrice générale de la table ronde, et Marc-André Jeté de chez Hogan et Beaufort et Annette Baravin. Et la boucherie Édouard et Léo. Et le traiteur. Et il lui reste de la place pour la Saint-Valentin. Exactement. Faites vite. Si tu veux 2 plages, j'en aurai pour toi. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de cette opportunité-là. On vous accueillera à nouveau certainement à l'avenir. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard-Bertrand. Prends pas ça pour du cash. On est avec notre prochaine invitée. Elle s'appelle Taïna Chalifou. Salut, Taïna. Salut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Taïna, c'est la propriétaire de la business Dinapoli Café. C'est aussi Alliance Coffee Queen, Yes. là, pour ceux qui l'ont suivi depuis plusieurs années. Je vais faire une petite confession, Taïna. On se croise depuis plusieurs années à gauche et à droite. J'étais convaincu qu'elle s'appelait Taïna Dinapoli. Je viens d'apprendre que c'est pas son nom. Je suis un peu... Puis moi, je l'appelle Coffee Queen all the time. Le pouvoir du marketing. Ouais, c'est voilà. ça. Explique-nous donc un peu ce que ta business fait dans le domaine du café. Ben, en fait, je vends du café. C'est vraiment aussi simple que ça, mais on ajoute un petit layer. En fait, nous, on fait du B2B. On vend du café, des machines à café commerciales à des commerces, des bureaux, des chaînes de restaurants. Fait qu'on s'occupe de l'approvisionnement en café, maintien des machines, support technique à long terme, puis on fait un peu de consultation aussi. Ta business a évolué au fil des années, dans le sens que la pandémie est arrivée pour plusieurs entrepreneurs. Moi, je me rappelle d'un appel qu'on avait eu à une certaine époque quand quand t'es 90% de ses clients, c'était des restaurants, il y a une pandémie, puis un shutdown. Comment ça s'est passé? Bien, ça s'est bien passé grâce aux gens que j'avais autour de moi qui étaient comme toi, en fait. Pour être bien honnête, là,
ça s'est très mal passé. Tu viens de dire que 98% de ma clientèle était commerciale. J'avais pas de produits à vendre pour les gens à la maison. On fait que du commercial. On a un système de pods biodégradables où est-ce que notre café s'utilise uniquement dans nos machines. Et du jour au lendemain, tout le monde ferme, les bureaux ferment, tout le monde cancelle ses contrats, puis tout le monde met sur hold ses livraisons de café. On avait un container qui arrivait au port de Montréal dans les 2-3 prochains jours. On savait pas ce qui allait se passer. Donc, ça a été un moment assez stressant, mais grâce à mon réseau, puis aux gens avec qui j'avais la chance de côtoyer, on a réussi en 24 heures à mettre sur pied un site de e-commerce, un produit de café pour les gens à la maison, puis à mettre ça en ligne, puis à en vendre des tonnes. C'est ça. Ben après ça, tu as parti en plus ton propre brand de café. Exact. Parce qu'à ce moment-là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un petit brand de café qui s'appelait Coffee Queen, qui est super rapide, petite étiquette LED, boboche, un petit sac brun pas cool. Mais en voyant qu'il y avait de l'attraction, puis en développant, en fait, toute l'infrastructure que j'avais besoin pour développer le café en grains, ben je me suis dit, ben là, tant qu'à faire, on va investir pour créer une marque qui va se tenir debout, puis quand le COVID sera terminé, qu'on pourra choisir de continuer en B2C ou en B2B. Tu fais ça depuis 10 ans, cette entreprise-là. C'est quand même un marché qu'on pourrait dire mature, là, le café. C'est quoi la réflexion? Ben, là, ça fait longtemps que tu as lancé l'entreprise, mais à mesure qu'elle se développe, que ça grandit, puis malgré les difficultés, mettons, de la pandémie, qu'est-ce que tu fais pour justement te rendre distinctive aux yeux dans un marché où du café en veux-tu en v'là? Ben, après ça, il y a des joueurs, des multinationales. Il y a des multinationales. Comment on devient une marque justement crédible et de laquelle on vit finalement dans un marché comme celui-là? Tout dépend du marché. En fait, quand les gens pensent au café, ils vont penser à du café en grains vendu à l'épicerie, ils vont penser à des marques de café qui sont cool, qui se vendent en ligne ou, par exemple, vendent dans des restaurateurs. Mais nous, c'est pas ça notre marché. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment du service commercial. Donc, vous êtes un bureau, il y a 150 personnes dans le bureau, vous avez besoin d'une machine, vous avez besoin de soutien. Donc, on a le café, l'équipement et les techniciens pour réparer et maintenir cette machine-là et un montage financier qui est différent de ce qui se fait dans mon industrie. Quand on parle de distribution commerciale de café, là, on se retrouve contre Vanout, Nespresso commercial et, mettons, 4-5 gros torréfacteurs québécois qui sont établis depuis 50 ans. On pense notamment, je sais pas, là, Napoléon, Aga, Union, des choses comme ça. Café William aussi, j'entends dire. Ouais, mais il est très bon dans le détail, lui. Au commercial, moi, je le croise pas beaucoup à Montréal. Eux, ils utilisent des distributeurs. C'est que la façon dont le café au commercial, où est-ce qu'il y a de l'équipement qui est involved, c'est très différent du café de ce qu'on a comme consommateur, comme perception. Donc, les barrières à l'entrée sont très élevées, mais une fois que tu as réussi à faire ta place, que tu as une bonne clientèle, que tu as une réputation qui te suit, puis que tu as des techniciens qui peuvent s'occuper de ton équipement, c'est là que c'est comme ça qu'on en vit. Parce que je fais des calculs rapides, là, mais puis tu sais, je sais pas si tout le monde est comme moi, mais tu livres une machine qui coûte pas 300 $ chez Costco à une entreprise de 150 employés. Ouais. Bon, là, il y a un peu de télétravail maintenant, mais tu sais, si t'es comme moi, que tu bois 2, des fois 3, c'est whatever, mais c'est 200, 300 cafés par jour que fait la machine. Fait que là, c'est pas ta petite Nespresso là, qu'après 1000, il faut que tu y fasses un détartrage. Je le déclare, c'est elle qui nous fournit notre machine parce que je la connais depuis longtemps. La machine, on la paye, on en est très satisfait. C'est une belle grosse machine. Mais tu te rappelles, la dernière fois que tu as envoyé un technicien chez nous, il nous donne le reading du nombre de cafés. Okay? On avait fait comme... on avait fait 6 000 cafés. Non, 10 000 cafés. 10 000 cafés en un an, en télétravail. J'arrive à ma question. Comment on opère ça, une machine à 10 000 cafés? Qu'est-ce qui est différent de la mienne, mettons? Bien, nous, nos machines à café, ça vaut entre 10 et 25 000 OK? Je te donne un exemple. Nous, on est rentré récemment dans les bureaux du REM. On a la base spatiale canadienne, tous les bureaux des agents de stationnement de la ville de Montréal. Faudrait essayer d'avoir la station spatiale aussi. Oui, ça, c'est une autre étape, celle-là. Mais ce qui se passe, c'est que il faut avoir accès à beaucoup d'équipements, à de l'équipement qui est commercial, industriel, qui est de bonne qualité pour qu'il ne brise pas trop souvent. Mais la clé, c'est le service technique, l'expertise qui est en arrière, la rapidité d'exécution pour réparer les machines, l'accessibilité aux pièces, puis la connaissance et le savoir des techniciens pour régler one shot
les problèmes qui en courent. C'est comme une voiture. Vous pouvez pas avoir une Maserati, vous allez l'amener quand même au garage. La question. Plus au garage, une Maserati. J'en ai pas, je le sais pas. Mais c'est ça qui est important de comprendre, c'est que quand ta machine à café, elle expérimente un problème, c'est à quelle rapidité tu peux aller réparer cette machine-là, ton accessibilité aux pièces, ton coût. Pour la maintenir, parce que les gens, si la machine marche, ils consomment du café. Donc, chaque minute où la machine ne marche pas, tu perds de l'argent. C'est comme une chambre d'hôtel qui ne se loue pas une nuit. Là. Puis, tu sais, là, on a parlé de la pandémie, tu sais, t'as été forcé à faire un pivot. Là, le nouveau pivot, c'est le télétravail est là pour rester. Là. On se débat, moi puis Francis, souvent là-dessus, qu'on ne sait pas. Il y a des compagnies qui forcent le retour, d'autres jamais, etc. Mais toi, le télétravail, c'est pas très avantageux pour toi. Non, moi, le télétravail, j'ai vraiment envie que ça termine. Je vais mettre un coup de hache là-dedans. Mais pour être bien honnête, il y a beaucoup de choses positives qui se sont passées face à l'attitude des entreprises par rapport justement au café. Premièrement, tout ce qui est achat local, c'est vraiment rentré dans la tête des gens. Puis maintenant, à prix égal contre Nespresso, par exemple, on rentre beaucoup plus facilement. La deuxième chose, c'est que les entreprises, malgré qu'ils ne le forcent pas nécessairement le retour, ils ont compris qu'en rendant l'environnement de travail plus agréable, bien, les gens avaient plus tendance à revenir. Puis la machine à café, c'est la première chose qu'ils veulent changer. C'est l'attraction numéro 1 d'un bureau. Oui, on dit souvent qu'avec le télétravail, il reste souvent un bureau. Il faut rendre le bureau plus attractif pour le 1, 2, 3 jours où les gens sont là. Exact. Et la machine à café. Est-ce que tu possèdes les machines, Taïna? Donc, les machines sont à toi et tu les loues. Là, c'est comme un contrat de service. Il y a combien de machines installées par l'entreprise? Là? C'est pas indiscret, là, mais ballpark. Là, 450, 500. Quand même, hein? Ouais, donc, c'est 500 machines à 10 000 à 25 000, c'est de la machine. C'est ça, mais c'est agréable. Là, ça se vend. As-tu des partenaires financiers? Comment ça... Où tu y es allé de manière organique? Je suis un peu intrigué par la dimension business là, financière de tout ça. Écoute, tu veux que je te dévoile comme mon modèle d'affaires? Pas du tout, honnêtement, mais juste comment ça marche? Tu es toute seule dans l'entreprise? En fait, j'ai deux entreprises. Il y a Dinapoli, qui est celle que j'ai fondée il y a 10 ans, puis il y a Caffeine Pushers que j'ai fondée avec mon associé Laurent, qui est Dr. Bean, qui est l'entreprise qui fait tout le soutien technique. Okay. Donc, Dr. Bean fait tout, les couche-tard, les premières moissons, les Starbucks, toutes les Starbucks. Donc, ils font de la maintenance, l'entretien pour ces machines-là. Donc, on a accès à tout l'équipement, à tout le savoir. Je suis comme bluffé, Starbucks n'ont pas leur propre personne pour faire leur Non, toutes les plus grandes... Je penserais que c'est comme core competence, là, tu sais, genre... Non, OK, en tout cas, continue, excuse-moi. Toutes les plus grandes marques, même les Tim Hortons sous-traitent la maintenance de leur machine à café. C'est du savoir qui est très spécifique, qui est très difficile à avoir. Puis, tu sais, moi, là, quand je vais dans un première moisson, là, mon fun, là, souvent, là, puis tu sais, là, c'est que je regarde si la machine, c'est la sienne. Puis, sans jeune, je prends un selfie. Puis, j'envoie une photo. Je dis, hey, ta machine est là. Fait que là-dessus, j'ai un associé. Sinon, j'ai une employée extraordinaire qui s'occupe pour la gestion de tout le back-end des deux entreprises. Ça, c'est son général. Elle est beaucoup plus générale que moi, en fait. Là, elle a une... Générale au sens militaire. Non, mais à côté. Elle est organisée. Incroyable, cette femme-là. Je ne sais pas ce que je ferais sans elle. On la salue si elle nous écoute. On te salue, Alexandra. Et donc, qui s'occupe de tout le back-end, l'approvisionnement, c'est le Chief Caffeine Officer. Moi, je m'occupe des ventes, du développement, des stratégies. Puis après ça, il y a mon associé qui, lui, a 5 techniciens sur la route. C'est-tu difficile de financer ça, ce type de business-là? Non, mais moi, je trouve ça full facile. C'est comme... Tu crées une flotte, tu as des immobilisations, ça s'amortit, tu as des contrats fixes. C'est à perpète. C'est à perpète. Puis comme on a le savoir technique, nos machines à café, ben on peut les relouer à Advin Aeternam. Tu as installé la machine à 25 000 c'est ça. La personne, elle ne va pas changer ça demain matin. Exactement. C'est des contrats de 3-5 ans. Donc les gens, ils restent, ils sont obligés de prendre le café avec nous. Ils renouvellent. Oui, ils renouvellent. C'est vraiment... C'est ça qui est le but, c'est qu'ils renouvellent. Puis quand ils ne renouvellent pas, tu récupères l'équipement, tu le refurbishes, puis tu le reloues. Je pense que je vais changer de business finalement. Vraiment intéressant, honnêtement, comme modèle d'affaires. C'est le fun. As-tu des concurrents? Ben oui, Evan les grands, OK, c'est ça. Mais des comme toi, là, des brillants jeunes locaux, là, non? Brillants jeunes et locaux, non. Pas vraiment. Puis le futur, c'est quoi? Ça regarde à quoi, là? Si on regarde, tu veux pas avec tous les changements qu'il y a eu puis les pivots que tu as dû faire, là, sans nous donner ta stratégie là, publiquement, là, mais ça regarde à quoi? Ben écoute, je pense qu'on a...
c'est uniquement d'aller chercher d'autres marchés géographiquement. Comme là, on a fait notre premier client à Toronto. Donc, on va installer prochainement à Toronto. Fait que c'est de développer Toronto. Je suis vraiment dans l'entrepreneuriat, au début, tu élabores ta recette de gâteau. Après ça, tu t'arranges pour bien faire ton gâteau un par un. Après ça, tu automatises ton gâteau. Après ça, c'est copy-paste as much as you can, puis fais des dérivations. Ouais. On est rendu dans copy-paste as much as you can, puis fais des dérivations. Changer peut-être de marché géographiquement. Mais le core, c'est toujours de s'assurer que le service technique suit au niveau des gens, mais aussi au niveau géographique, parce que c'est la clé. Ouais, ben, moi, je le vis, là, parce qu'on n'a pratiquement jamais eu de problème avec la machine, mais quand on a eu, le technicien, il ne peut pas venir 4 semaines après. Non, il est là le lendemain ou c'est pas la journée même. Exact. Alors ça, il faut que tu regardes de faire ça sur un autre marché, à Toronto ou elsewhere. T'sais. C'est ça le défi. Après ça, c'est juste... Tu sais, le café, ben, dans mon domaine de café à moi, c'est des cycles de 3 ans à peu près. Fait que si tu as perdu un client il y a 3 ans, ben, dans 2 ans et demi, tu le rappelles, puis tu as une autre chance encore. Puis on est peut-être 7 à faire ça, mettons, sur le marché ici. Fait qu'à un moment donné, les entreprises, ça fait longtemps qu'ils sont là, ils ont essayé Vanout, puis après ça, ils ont essayé Nespresso, après ça, se sont pognés avec Chosebin. Ah ben, ils vont te donner une chance à toi, puis si tu fais une bonne job, ben, ils restent parce qu'ils ont essayé les autres. On remarque que Chosebin n'a pas été nommé. Non. J'allais à la pêche de Chosebin. Ouais. Taina Chalifou, moi, je suis quand même bluffé c'est la principale découverte de cette entrevue, c'est son nom. Merci d'avoir été avec nous. Mais merci, Gaz, d'avoir invité. Cool. Puis on te réinvitera. Avec plaisir. Un flux sans interférence. Pour une écoute plus que rentable. Prends pas ça pour du cash. Sommes-nous ou ne sommes-nous pas sortis de la pénurie de main-d'œuvre? Nul ne sait, mais peut-être une lueur d'espoir en notre économiste préféré, je pense qu'on peut le dire. Peut-être après Tiff Macklem. J'hésite. Je vais y en parler. Je pense que c'est un inside, parce que moi, c'est quoi? C'est un personnage de jeu de vidéo du Canada. Je vais juste quitter. Edna Braham, directrice générale de l'Institut du Québec. Bonsoir. Vous avez fait paraître le bilan de l'emploi 2023. Ça tombe bien cette semaine. Donc, on apprend que l'économie québécoise, malgré le ralentissement, continue de créer des emplois. Donc, bonne ou pas bonne nouvelle. Qu'est-ce que pouvez-vous nous résumer en quelques mots? Là, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce bilan 2023? Ben oui, on a beaucoup parlé de ralentissement, même de récession économique l'année dernière avec les taux d'intérêt qui augmentaient de manière quand même assez agressive. On s'attendait à ce que l'activité économique ralentisse. Elle a ralenti. Elle a ralenti à partir de la moitié de l'année dernière. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que sur le marché de l'emploi, le marché de l'emploi, lui, est resté quand même robuste. Il s'est créé entre décembre 2022 et décembre 2023 67 000 emplois. Bon, principalement à temps partiel, mais en termes de rythme de création d'emplois, ça ressemble pas mal à ce qu'on a connu dans les années d'avant la pandémie, 2016-2019, où l'économie du Québec allait très bien, exactement. La majorité des emplois, là, donc on a évoqué que c'était à temps partiel, mais j'ai aussi été surpris de constater que la majorité des emplois qui ont été créés dans la dernière année sont en dehors de Montréal. Pourtant, Montréal, c'est 50% du PIB du Québec. On pense toujours que c'est l'endroit où se crée l'activité et la valeur économique. Comment est-ce qu'on explique ça, que les emplois se fassent à l'extérieur de la métropole économique de la province? Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a les régions limitrophes de Montréal qui ont quand même gagné de l'emploi, donc Laval, Laurentides, Montérégie, mais aussi, un peu plus loin, Capitale-Nationale, Centre du Québec, où il y a eu une bonne création d'emplois. Puis là, comment on l'explique? Peut-être une partie de l'explication, c'est que on a eu, puis on en reparlera, là, mais il y a eu un bond dans la population active, beaucoup d'immigration temporaire. Et les immigrants temporaires ils s'installent plus souvent, en fait, à l'extérieur de Montréal que les immigrants permanents. Donc, ça a permis de combler certains postes parce que, puis on parle d'immigration temporaire, c'est très diversifié, là, mais il y a des travailleurs que les employeurs ont fait venir directement. Eux, ils vont être plus souvent en région. Mais il y a aussi les étudiants. Les étudiants dans les cégeps, dans les universités, ils travaillent, ils ont le droit de travailler. Puis ça, on les retrouve aussi plus souvent en région. Donc, tout ça a peut-être contribué finalement à expliquer pourquoi on a réussi finalement
à créer de l'emploi. Je voulais quand même mettre ce chiffre-là de 67 000 en perspective, là, puis c'est pas du tout une question piège, Emna, mais bon, il y a l'autre question quand même quand on parle d'emploi, de main-d'œuvre, qui est celle de l'immigration. Là. Et je suis plutôt favorable, moi, à l'immigration, puis on pourrait avoir le débat dans une autre entrevue, mais de 2022 à 2023, le nombre d'immigrants temporaires au Québec a bondi de 46 %. Et bon, il y en avait déjà des immigrants temporaires, là, et on attend qu'ils se régularisent, puis c'est comme une espèce de machine. Mais dans la seule année dernière, il y en a 167 000 de plus. Et donc, essentiellement, on a créé 67 000 jobs, tant mieux. Mais essentiellement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a grosso modo 100 000 immigrants temporaires qui sont sans emploi. Est-ce que ma mathématique est bonne? La mathématique est approximative parce qu'à l'intérieur de ce chiffre-là, il y a des destructions et des gains d'emploi. Oui, puis les 160 000, dans les immigrants temporaires, tu as aussi des enfants. Tu sais, c'est pas juste des adultes qui sont prêts à travailler. Les enfants, on essaie de pas trop les faire travailler en général. Donc, mais ce qu'on voit, par contre, mais tu as raison. Excuse-moi, vas-y. Non, je t'écoute. Je trouve ça hyper intéressant. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que c'est vrai. Donc, il y avait une augmentation de l'immigration temporaire depuis 2016. Là. On voit ça, c'est une tendance. En 2023, quelle que soit la manière dont on le voit, il y a un bond. Il y a un bond pour le total. Il y a un bond aussi dans la population. Massif. Là, puis encore une fois, sans vouloir dire que c'est une mauvaise chose, mais il y a un gros bond. Ben oui, les chiffres ne mentent pas. Puis ce qu'on voit, c'est que quand on regarde vraiment la population active, donc les personnes qui sont ou à l'emploi ou à la recherche d'un emploi, on a vu que ça a augmenté de 100 000 personnes au cours de la dernière année. Puis à l'intérieur de ça, c'est à peu près la moitié qui sont des résidents temporaires, donc des gens qui sont habilités à travailler, qui cherchent un emploi, qui sont adultes, etc. Et qui ne trouvent pas, ou en fait, qui n'ont pas encore trouvé. Une partie a trouvé, une partie n'a pas réussi à trouver, effectivement. Parce que quand tu regardes dans la périphérie des grands centres, c'est souvent des entreprises manufacturières. Je dis pas qu'il y a juste ça, là, mais il y a peu de manufactures sur l'île de Montréal. Il y en a quelques-unes, mais peu. Et peu de grands cabinets d'avocats, genre c'est ça, à Saint-Arsène. Mais par contre, quand moi j'ai parlé depuis janvier, je fais toujours ça à chaque année, je parle à l'ensemble de mes clients, comment ça va, on fait ça au mois de janvier. Puis dans mes clients manufacturiers, 100% de mes clients manufacturiers ont des travailleurs étrangers. Ils sont tous allés chercher, je te dirais, le plus petit, je pense c'est 5, le plus grand, c'était 12, mais entre 5 et 12 travailleurs, parce que des soudeurs, des machinistes, parce qu'il y a simplement plus de gens disponibles. Alors, ils les font venir. Alors ça fait-tu partie des 67 000 de création ou c'est un autre? Oui, ils seraient là-dedans. Okay. Ce seraient des gens qui, finalement, c'était des postes qui étaient à combler. C'était une offre d'emploi. Puis là, si tu arrives à la combler, ça crée un emploi, finalement. Okay. Fait que souvent, ça a été dans plusieurs secteurs, puis dans plusieurs régions, la contrainte au Québec, elle est celle-là. C'est-à-dire que tu as des postes, mais il faut que tu aies quelqu'un pour venir le combler, puis là, ça te crée un emploi. Mais ce qu'il faut retenir, je pense, puis l'arithmétique là, que tu disais, elle était bonne en grande partie, parce que ce qu'on voit, c'est qu'en 2023, il y a eu ce bond dans l'immigration temporaire. Donc, un bond pour la population totale, puis les gens qui cherchent, qui travaillent ou qui peuvent travailler également. Puis, il y a eu de la création d'emplois quand même, mais la population active, elle a augmenté plus rapidement que le rythme que notre économie crée des emplois. Donc, c'est pour ça qu'on a vu une légère hausse du taux de chômage au cours de la dernière année. Donc, c'est comme passé de 4,1 % à la fin 2022 à 4,7 % à la fin 2023. Donc, c'est un peu les deux phénomènes en même temps. Et donc là, la pénurie de main-d'œuvre, c'est fini, donc, Emna Braham? C'est pas fini. C'est réglé, check. N'en parlons plus. N'en parlons plus. Arrêtez de vous plaindre. C'est pas réglé, mais ce qu'on voit vraiment, ce qui est clair, c'est que on regarde le ralentissement économique, en fait, c'est principalement ce qu'on a vraiment vu, c'est une baisse des postes vacants. Donc, des employeurs qui ont tout simplement rayé des offres d'emploi qu'ils n'arrivaient pas à combler de toute façon, surtout pour les postes les moins qualifiés. Il y a moins de désespoir entrepreneurial, on pourrait dire. C'est ça, parce que c'est une bonne chose en partie, mais c'est aussi parce qu'ils s'attendent à ce que les consommateurs soient moins au rendez-vous, leurs bons de commande sont moins remplis, donc ils se disent, j'ai moins besoin de recruter qu'avant. Donc, ils ont rayer ces offres d'emploi-là. Donc, on avait 211 000 postes vacants à la fin de... Au Québec. Au Québec seulement. Il y avait 1 million, je pense, au Canada. 1 million, c'est ça. 211 000 au Québec, fin 2022. À fin 2023, on est à 149 000. Donc, vraiment une diminution des postes vacants. Alors, pourquoi? Parce que oui,
on s'attend à ce qu'il y ait moins d'activité l'année prochaine, mais aussi en partie parce qu'il y a certains de ces postes, on le disait tantôt, qui ont été comblés par ce nouveau bassin de travailleurs qu'on a de disponibles. Puis, est-ce qu'il y a un calcul qui est fait entre, tu sais, là, j'aime pas dire ça, là, mais je trouve pas une autre façon de le dire, là, entre les bons emplois, ou les emplois bien rémunérés et les emplois... parce que souvent, ce que j'entends, c'est que oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais il y a une très grande pénurie de main-d'œuvre dans des emplois non qualifiés, là, dans des commerces de détail, dans des entrepôts, des trucs. C'est quoi le breakdown des 67 000 déjà? Est-ce que ça vous dit que c'est majoritairement du temps partiel? C'est bonne ou une mauvaise chose? Oui, peut-être dans les postes vacances, ce qu'on voit, c'est que, tu as raison, jusqu'à 2022, une grosse partie de ces 211 000 postes vacants, c'est des postes qui requéraient aucune scolarité. Donc, ça, c'est des postes qu'on regardait l'écart, en fait, entre les postes à combler, ceux pour lesquels les employeurs cherchaient du monde, puis les chômeurs, donc les personnes, a priori, qui sont disponibles puis prêtes à travailler. Ce qu'on voyait, c'est que le plus gros écart, c'était pour ces postes moins scolarisés. Mais au Québec, on est de plus en plus éduqués. Mais ça, c'est une tendance de long terme. Ça fait des décennies. Donc, il y avait ça d'une part. Mais de l'autre part aussi, on avait une demande vraiment, vraiment forte pour ces postes peu qualifiés. Pourquoi? Oui, on a de la croissance économique, mais on se rappelle aussi pendant la pandémie, beaucoup de travailleurs qui se sont déplacés, qui ont quitté la restauration, le tourisme, le commerce de détail, des postes qui requièrent peu de scolarité parce que les employeurs ailleurs, ils étaient prêts à leur ouvrir la porte, ils étaient prêts à les prendre. À les former. Exactement. Donc, il y en a beaucoup qui sont replacés, sont allés dans des secteurs mieux rémunérés. Et donc, on avait les restaurateurs, aussi dans le secteur manufacturier, plein de monde qui essaie de combler des postes pour remplacer ces départs-là. Mais en tout cas, je ne suis pas économiste, là, c'est vous deux, là, ça c'est votre genre, mais je trouve ça inquiétant. Je trouve ça inquiétant qu'une grande partie des emplois comblés sont dans des emplois. Puis, il n'y a pas de sous-emploi dans la vie, puis j'espère que tout le monde va avoir un job, mais dans des emplois qui sont peu rémunérés. Parce que là, on est en train de créer une classe de gens qui vont vivre aux 2 semaines, puis que ça va amener aucune richesse pour le Québec. C'est vrai ou tu sais où c'est vrai parce que ce qu'on voit, par exemple, c'est ça revient un peu aux questions de productivité, puis quand on se compare avec les autres provinces, on voit qu'il y a quand même un écart. On est quand même davantage dépendant à la main-d'œuvre et notamment la main-d'œuvre moins qualifiée. Puis ce qu'on voit, c'est que pour produire un même milliard de dollars de PIB, on a besoin de 17 % de plus de travail au Québec qu'en Ontario, par exemple. Donc, ça veut dire qu'on a quand même une dépendance. Quand on a des pénuries de main-d'œuvre, il faut, oui, aller chercher du monde, mais il faut aussi faire diminuer la demande à quelque part. Ça veut dire apprendre à faire plus avec moins, surtout quand on ne les trouve tout simplement pas, ces candidats. C'est là que l'automatisation, là, c'est un autre sujet. Je vais clore le sujet parce que l'Institut a publié une étude là-dessus à l'automne. Là, je me rappelle, je pense qu'on en a même parlé ici à l'émission Emna. Et donc, je mettrai dans les notes l'entrevue intégrale qu'on a fait avec Emna Braham. J'ai une petite dernière question, Emna, puisqu'on t'a... depuis le début de l'année, on s'amuse à Cube à prendre des paris entre les gens. Phil y a participé, Mario Dumont aussi, sur la date de la première baisse du taux directeur de la Banque du Canada. Est-ce que tu veux jouer à notre jeu avec nous ce soir? Alors moi, j'aime bien regarder ce que tous les autres économistes ont publié. Okay. Si j'ai bien compris, le consensus, c'est quand même au printemps 2024. Avril? Parce qu'après, c'est juin. C'est l'été juin. Non, c'est avant le 21 juin. Oui, c'est ça. Donc, au printemps 2024. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est autant la hausse a été plus agressive, autant la baisse va être très progressive. Je pense que c'est le consensus, puisque c'est ce que la Banque du Canada donc, on inscrit Emna pour, je pense, c'est le 8 juin. Elle ne répond pas direct, mais c'est en juin. Je pense que c'est juin. En fait, tu ferais une bonne politicienne. Et puis, on gagne une entrevue à Cube Radio pour celui ou celle qui choisit la bonne date. D'accord. Merci beaucoup, Emna Braham, directrice générale de l'Institut du Québec, d'avoir été avec nous. Puis, comme notre nouvel économiste préféré, on va certainement vous réinviter. Bonne soirée. Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Un son monétaire en stéréo.
Prends pas ça pour du cash. On est rendu à la partie qu'on aime vraiment, moi et Francis, c'est le fun fact économique. Alors, c'est quoi le fun fact cette semaine? Fun fact économique, la théorie des fenêtres brisées. Bon, c'est une théorie économique qui a été développée au 19e siècle par un économiste français, Frédéric Bastiat. Et ça va comme suit. Imagine une belle journée ensoleillée dans la ville. Il y a un enfant qui joue à la balle et il lance une balle dans les airs et ça casse la vitre de la boulangerie ou de ta maison, peu importe. Quelle est la séquence économique qui s'ensuit? Ben forcément, le boulanger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler un vitrier qu'il va faire venir et qui va remplacer la vitre. Et donc ça, c'est une transaction, c'est une action productive qui crée de la valeur dans l'économie. Et donc, ça va se rajouter au calcul du PIB à la fin de l'année. Et donc, essentiellement, brisons des vitres. C'est un peu ça la philosophie. Et c'est faut qu'il y ait des affaires qui cassent. C'est un peu drôle à dire comme ça, mais essentiellement, quand on casse quelque chose et qu'on la répare, quand il y a un tremblement de terre, quand il y a une tornade, quand il y a un ouragan et que quelque chose casse, l'acte de reconstruire, selon la théorie des fenêtres brisées, est un acte positif. Alors, est-ce que est-ce que tu répares ou tu remplaces? Qu'est-ce qui est mieux? Les deux, c'est mieux? L'action économique qui consiste à reconstruire la maison détruite ou à remplacer la fenêtre brisée est une action qui a un apport positif au PIB. Par contre, cette théorie-là a été démantelée de toutes ces façons. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, il y a toute une notion de coût d'opportunité. Le boulanger aurait probablement pris ce même dollar-là ou ce même 100 $-là et il l'aurait dépensé ailleurs. Et donc, forcément... il aurait acheté une machine. La valeur de remplacer une fenêtre qui n'aurait pas été brisée si l'enfant avait fait plus attention aurait probablement généré un effet de second puis de troisième degré plus grand que remplacer quelque chose qui était déjà là. Il y a quelque chose de particulier là-dedans qui est comme une déclinaison de la théorie des fenêtres brisées, puis je vous laisse là-dessus, mais essentiellement, c'est un truc qui est un peu frappant, puis bon, on pourrait avoir des grands débats éthiques, mais savais-tu que dans notamment le calcul du PIB, puis surtout aux États-Unis où c'est très privé, l'industrie de la prison contribue énormément au PIB américain, et donc plus il y aura de prisons, plus il y aura de richesse. Mais il y a quelque Emprisonnons tout le monde. Mais c'est ça, mais tu comprends que c'est là où, ultimement, c'est là la contradiction un peu dans la théorie des fenêtres brisées. On pourrait dire que d'emprisonner, dans une logique criminaliste, d'emprisonner des gens, c'est une valeur, hein, c'est bien parce qu'on les enlève de la circulation, mais on va s'entendre que, comme tu le dis, on voudrait pas que toute l'économie ce soit une prison. Et donc, ultimement, il y a tous ces paradoxes-là, essentiellement qu'il y a parfois des activités comme la fabrication d'ogives nucléaires ou de balles de fusil qui sont des activités productives qui sont vendues, économiques, qui génèrent du PIB, mais qui essentiellement, si tu t'en sers pour tuer quelqu'un, not so much, tu sais. Et donc, il y a tout quelque chose autour de cette théorie des fenêtres brisées, là, je voulais juste un peu partager. Donc, Frédéric Bastiat, un économiste français du 19e siècle, qui avait élaboré cette théorie un peu abracadabrante. On vous rappelle que si vous voulez entendre parler de quelque chose à l'émission, vous pouvez rejoindre Francis Gosselin ou moi-même, Philippe Richard Bertrand, sur les médias sociaux. Écrivez à Cube Radio. Il nous fait toujours plaisir de répondre à vos questions puis trouver d'autres fun facts. À la semaine prochaine. Tous les épisodes de Prends pas ça pour du cash sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.